Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous d'Alternative. Alternative, vous le savez maintenant, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, en clair, un décryptage alternatif vu du Maroc. Alors, courant philosophique, éthique ou politique, au lendemain de la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un concept particulier, celui de l'écoféminisme. Concept à la croisée des chemins des pensées féministes et des mouvements écologistes. Alors, y aurait-il des similitudes entre les systèmes de domination des hommes sur les femmes et celui de la surexploitation de la nature sur les humains? C'est en ces termes que ce courant philosophique poserait la question: quand est-il né, dans quel contexte, et surtout, est-il encore pertinent d'en développer les thèses aujourd'hui en 2022? Enfin, de quelle manière les enjeux se posent-ils en Afrique? Certains experts évoquent une forme d'écologie qui nécessiterait de repenser les relations entre genres, donc en même temps qu'entre humains et la nature. On en parle tout de suite avec Yousra Abourabi, donc professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous, Yousra. Bonjour. À partir de quand l'écoféminisme a-t-il émergé? Quelle est la définition de ce terme? Alors, l'écoféminisme, c'est un mouvement qui, comme vous l'avez très bien dit, en fait, lie les aspirations féministes et écologistes. Et il est fondé sur le postulat selon lequel les inégalités de genre d'une part et la destruction de l'environnement d'autre part relèvent tous deux des mêmes mécanismes de domination patriarcaux. Et donc on qualifiera aussi d'écoféministes tous les mouvements et théories qui visent à injecter une sorte de conscience féministe au mouvement environnemental ou à l'inverse injecter une conscience environnementale au féminisme. L'écoféminisme en tant que mouvement militant, d'abord, s'est principalement développé dans les années 80 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et le terme écoféminisme va apparaître pour la première fois dans un ouvrage de François d'Aubonne en 1974 précisément, dans lequel elle va présenter l'écoféminisme comme un nouvel humanisme qui permet de protéger les ressources terrestres et dans lequel elle signale notamment l'enjeu écologiste étant le résultat d'un refus patriarcal du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Alors l'idée centrale au cœur de l'écoféminisme peut être retracée plus loin, à l'époque de Simone de Beauvoir, qui suggérait dans son ouvrage Le deuxième sexe que l'affinité entre les femmes et la nature était issue de leur exploitation commune par le système patriarcal, en parlant de la naturalisation du rapport de domination des hommes sur les femmes. Ensuite, au cours des années 80 et 90, les militantes écoféministes vont s'intéresser ainsi à de nombreuses préoccupations environnementales relatives à la santé, la biodiversité ou encore l'antimilitarisme. Puis, le mouvement va véritablement se construire autour de deux événements majeurs, historiques, la révolution verte de l'agriculture en Inde et la lutte antinucléaire aux États-Unis, ce qui montre que le mouvement va prendre de multiples facettes. Et donc finalement, plus généralement aujourd'hui, l'écoféminisme va devenir un cadre théorique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mieux comprendre comment les rapports inégaux de genre vont pouvoir expliquer le rôle de la domination de l'homme sur l'environnement. Et aujourd'hui, à la différence des partis verts, notamment, ou les partis verts européens par exemple, qui vont participer à la compétition électorale, les mouvements écoféministes vont se tenir à l'écart du pouvoir organisé. Et donc l'écoféminisme va être présent plutôt dans les politiques publiques internationales, donc ça c'est l'état des lieux actuel, et les aides publiques au développement. En effet, l'émancipation des femmes est intimement reliée aux cibles de développement et peut avoir un effet mesurable sur les impacts de l'atténuation des effets du changement climatique. Et c'est pourquoi on lie désormais égalité de genre et écologie dans de nombreux programmes internationaux. Et dans le même ordre d'idées, plusieurs études démontrent que les femmes sont les premières victimes du réchauffement climatique, ce qui montre qu'il y a plusieurs niveaux de connexion entre protection de l'environnement et rapport de genre. Par conséquent, là aussi, dans les programmes onusiens notamment, la prise en compte de la dimension genre dans les politiques environnementales est devenue très courante. Alors c'est très intéressant ce parallèle, cette équation que vous faites là, Yousra Abourabi, et on voit que les enjeux sont pluriels, ils sont multiformes. Est-ce qu'on peut aller plus loin justement dans ces enjeux et surtout les revendications aujourd'hui de l'écoféminisme?
Donc, en fait, les revendications de l'écoféminisme sont liées aux logiques sous-jacentes et les dynamiques qui ont donné lieu, qui ont été identifiées comme des dynamiques d'oppression ou de domination. Une étude québécoise récente a révélé en 2020 que les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir d'une catastrophe climatique que les hommes et souffrent de manière disproportionnée de la perte de ressources et de la pauvreté conséquente. Ces impacts sont dus au rôle traditionnel de genre qui limite les opportunités pour les femmes, par exemple l'ensemble des barrières culturelles qui vont empêcher des femmes d'avoir leur propre terre ou d'obtenir des prêts, etc. Et dans le monde plus généralement, on observe que seulement 13% des propriétaires agricoles sont des femmes. Et cela ne touche pas simplement les pays en développement. Et c'est là que c'est très intéressant. Dans des pays du Nord, riches, en Suisse par exemple, un reportage de TV5 Monde a montré que moins de 2% des femmes productrices sont chefs d'exploitation et plus de 2 tiers des agricultrices n'ont pas de protection sociale et se retrouvent dans une grande précarité en cas de divorce. Et pourtant, dans plusieurs pays, les femmes sont responsables de la gestion des ressources naturelles. Un fait illustratif, quand on regarde les communautés de l'Himalaya de l'Ouest, on voit que les femmes ont tendance à être responsables de la conservation et de la gestion du capital naturel, comme les forêts ou les champs agricoles. Alors, dans des situations de pauvreté et de précarité, les femmes ont tendance à porter un poids plus lourd que leurs homologues masculins. Une étude de l'IUCN, aussi de 2020, l'IUCN c'est International Union for Conservation of Nature, a notamment montré que les rôles de genre traditionnels vont s'intensifier et la violence sexospécifique va s'exacerber lorsque le changement climatique va impacter les ressources naturelles et les services écologiques. Une autre étude aussi, de la FAO cette fois, va montrer que les agricultrices détenaient à l'échelle mondiale les mêmes droits économiques que les hommes, que si, elles détenaient les mêmes droits économiques, les rendements augmenteraient de 30%, permettant une production agricole plus importante et limitant aussi les pertes environnementales. Donc en fait, le centre du débat de l'action en matière d'environnement a été délocalisé dans les années 2000 et c'est là où on observe un problème au sein des instances scientifiques de décision qui, elles, sont majoritairement constituées d'hommes, comme on peut l'observer notamment à travers la faible proportion de femmes au sein du GIEC. À la COP21, il y avait seulement 7% de femmes leaders de gouvernement. La société civile qui participe également aux négociations climatiques, elle est représentée seulement à 23% de femmes. Donc en fait, la principale revendication de l'écoféminisme, c'est lié à la reconnaissance de la contribution des femmes et à l'augmentation de leur représentation dans les instances décisionnelles. Et il ne s'agit pas ici de victimiser les femmes ou de montrer leur faiblesse, il s'agit simplement de les reconnaître non seulement comme étant particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, d'une part, mais aussi comme des agentes de changement en ligne de front de la lutte environnementale et dans le cadre de l'adaptation climatique. Une autre étude, pour finir là-dessus, une autre étude a montré que plus un pays a de femmes élues, plus il est favorable à une législation pour la sauvegarde de l'environnement. Donc si on prend en compte toutes ces dynamiques, l'écoféminisme a pour principale revendication l'inclusion de la perspective écologique au sein de la théorie féministe, l'inclusion d'une perspective féministe dans les solutions également aux défis écologiques. Très, très intéressant, Yousra Aboulabi, ce que vous nous décrivez ici. Mais qu'est-ce que ça donne en Afrique, justement, en ce qui concerne la contribution et la reconnaissance de la contribution de la femme africaine, ce continent hein, où le changement climatique, justement, opère des changements radicaux et profonds. Quelles sont les implications sur le continent africain de l'écoféminisme ? Oui, alors justement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on observe que dans les pays du Sud global et en Afrique aussi, de nombreuses communautés écoféministes ont émergé. Et c'est dans ces endroits que les individus sont affectés davantage par la dégradation de l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Actuellement, l'Afrique est la frontière finale pour les modèles économiques qui ont déjà écologiquement compromis un certain nombre de biens communs. Et donc, les femmes et les activistes féministes sont déjà à la ligne de front de la bataille pour la durabilité écologique. La pensée écoféministe africaine cherche à comprendre la justice environnementale en s'intéressant à la structure sociale. Au cœur de l'écoféminisme africain, on retrouve Wangari Maathai et son mouvement de la ceinture verte. Maathai, c'est la première femme africaine à recevoir le prix Nobel et qui mettait en avant la relation intime entretenue entre féminisme africain et activisme écologique africain qui défient toutes les deux des structures patriarcales, néocoloniales, postcoloniales, etc. sur le continent. Et le mouvement de la ceinture verte qu'elle a fondé au Kenya a permis notamment de planter plus de 50 millions d'arbres pour répondre aux besoins alimentaires.
Un autre exemple, c'est celui de Ruth Nyambura, du collectif écoféministe africain, qui instrumentalise des traditions féministes africaines pour critiquer le pouvoir, remettre en question le capitalisme multinational et repenser un monde plus équitable. Plus généralement, on observe aujourd'hui l'existence de nombreuses organisations comme la WOMEN, African Women Unit Against Destructive Resource Extraction, qui lutte contre les industries extractives. En Afrique du Sud, les femmes de la communauté Mokopane mènent un combat également contre l'exploitation minière destructrice. En Ouganda, 80% des collecteurs de déchets plastiques sont des femmes, et ce sont les femmes aussi qui mènent le combat pour la préservation de la biodiversité locale. Au Sénégal, je vais finir avec cet exemple, ce sont des activistes comme Mariama Sonko qui mènent des initiatives agroécologistes pour une production durable. Donc en fait, l'écoféminisme africain propose des positions et des approches holistiques qui permettent d'imaginer des alternatives aux idéaux de la croissance économique et de l'industrie intensive, et l'enjeu réside aujourd'hui dans la visibilité de ces mouvements de la société civile au sein des principales instances de décision. Eh bien, c'est fait, Yousra Abourabi. Nous avons donné une visibilité à ce mouvement plus que jamais d'actualité. Merci de l'avoir remis en lumière avec nous au lendemain de cette journée internationale des droits de la femme. Merci encore, Yousra Abourabi. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci à tous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.